Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le grand dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur la corruption dans la circulation routière, une émission que vous suivez dans le contexte de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption. Nos invités sur ce plateau, Saliou Guiro, spécialiste du transport, Alifa Habib Kone, avocat, Fatimata Guindo Sidibé de genre et inclusion sociale. Ce débat est un partenariat entre le studio Tamani et le projet Mali Justice. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Kone. Que disent les textes sur la libre circulation des personnes et de leurs biens? Merci, madame, de me donner l'opportunité de prendre la parole et de parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, s'agissant de tout ce qui concerne la fraude, la lutte contre la corruption, mais également du respect des droits de l'homme en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. Par rapport à la législation, pour remonter assez loin, déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 13, garantissait la liberté de circulation aux personnes et à leurs biens. Et plus tard, dans le cadre des instruments internationaux au niveau de l'ONU, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et son premier protocole, en son article 12, insiste là-dessus en prévoyant, je cite textuellement, que quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. Donc le ton était déjà donné. Et maintenant, pour venir à notre niveau contextuel, au niveau de la CEDEAO, nous avons les traités de la CEDEAO qui garantissent aux ressortissants de cette zone la libre circulation des personnes et des biens. Et naturellement, au niveau de l'Union économique, monétaire et douanière, qui nous concerne, en ce qui concerne l'UEMOA, depuis les traités, notamment celui révisé de Dakar, la libre circulation est garantie aux personnes et à leurs biens. Mais madame, je vais dire cela de façon théorique. Et quand vous dites de façon théorique, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais madame, vous le savez mieux que moi. Prenez simplement un bus entre Bamako et Dakar. Prenez un bus entre Bamako et Ouaga. Vous allez être l'objet de toutes sortes de tracasseries. D'accord. Et nous venons à M. Guiro, qui est spécialiste du transport. Quelle est la situation sur le terrain? La situation n'est pas bonne. Et c'est dommage parce que, comme il a dit, les traités de nos deux communautés, l'UEMOA et la CEDEAO, le stipulent dans cet espace constitué par nos communautés. Les gens doivent pouvoir aller et venir et résider dans chacun de nos pays. Et malheureusement, le constat est amer. C'est toujours un parcours du combattant, de partir d'un point d'un pays, à l'intérieur même de ce pays, jusqu'à un autre pays. On est confronté à plusieurs tracasseries de la part Mais concrètement, où est-ce que les passagers peuvent se plaindre? Où est-ce que les passagers peuvent se plaindre? Il y a plusieurs... les juridictions normales peuvent se plaindre auprès de ces juridictions. Nous, en ce qui nous concerne, le projet MJP, nous avons un dispositif institutionnel déjà sur le terrain à Sikasso, une plateforme pour la libre circulation des personnes et des biens à Sikasso, composée uniquement d'opérateurs économiques et d'acteurs de la société civile. Nous avons un bureau de plaidoyer citoyen qui est une sorte de bureau de plainte où chaque usager peut aller se plaindre et dire j'ai été victime de tels et tels abus. Et le projet est derrière ce bureau de plaidoyer citoyen constitué par la CAFO régionale et par une association de jeunes juristes. Jusque devant les tribunaux, nous sommes prêts à assister ces personnes.
Et à Bamako, ici, nous avons un cadre que nous appelons le cadre national de concertation pour la libre circulation des personnes et des biens. Au niveau du patronat, nous pouvons traiter de toutes ces questions. D'accord. Et vous, Madame Sidibé, qu'en dites-vous? Bon, moi, je parlerai de la corruption et aussi de l'aspect libre circulation des personnes et des biens. Comment sera reflété par le revenu des hommes et des femmes qui font cette activité de commerce transfrontalier. Dans un premier temps, il a parlé avec l'appui du projet, on a quand même lutté pour diminuer le nombre de postes. Au Mali, Maître a parlé du traité de la CEDEAO. En principe, il y a des textes qui devaient réduire au minimum les arrêts. Mais au Mali, c'était ça triplait les normes de la CEDEAO. Ça, c'est un. Donc, ce qui fait que les gens font la corruption ou sont victimes de corruption parce qu'ils veulent gagner du temps. Et ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est aussi grave plus pour les femmes parce que généralement, elles ont une permission d'aller, je vais pour 1 jour, 2 jours, et souvent, il se peut qu'on fasse 1 jour au niveau d'un seul poste parce qu'on demande de payer l'impossible. Et tout cela est dû au fait que les gens ne connaissent pas beaucoup leurs droits ou souvent les gens exercent, notamment les femmes, ils exercent le métier de commerçant sans être enregistrés officiellement au registre du commerce. Mais est-ce que vous avez eu écho de dénonciation comme M. Guiraud a parlé? Il y a des sites là où les gens peuvent aller se plaindre. Bien sûr. Et les sites, on a fait des sketchs au niveau radio, télévision pour informer. Et sur le bureau de plaidoyer, l'antenne de Sikasso, à Kourim, nous avons des relais également. Et à qui les gens, on a fait une large information. Mais est-ce que réellement les gens s'y rendent? Les gens s'y rendent, les gens font des appels, ils commencent. Au début, ils pensaient que c'est peut-être une structure comme d'autres, mais vraiment le fait qu'on a eu à corriger beaucoup de défaillances, cela a amené les gens à croire à cette structure. Les gens se plaignent et les comités de veille et les cellules de veille au niveau des villages, au niveau des cercles des communes, sont en marche. Et leurs numéros sont distribués. Et voilà. D'accord. Alors, Maître Koné, y a-t-il des suites aux plaintes de façon générale? La grande difficulté, c'est déjà sensibiliser pour que les gens portent leurs affaires devant qui de droit. Mais vous savez, la difficulté, c'est que ces comportements quotidiens sont rentrés finalement dans nos habitudes. Au passage d'un poste frontière, un policier, malgré que vous soyez totalement en règle, vous oblige à payer 1 000 francs, 2 000 francs. Et vous vous dites, j'ai payé 1 000 francs, mais je ne vais pas aller perdre 2 jours, 3 jours pour réclamer 1 000 francs. Et donc, en fin de compte, les gens tolèrent cette situation. Et c'est ça la vraie difficulté. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de suite. En fait, pour qu'il y ait une suite, il faut déjà que les gens prennent conscience et qu'ils se plaignent formellement. Madame a parlé des plaintes enregistrées et autres, mais je suis convaincu que dans la majorité, c'est certainement des commerçants, c'est essentiellement des plaintes liées à la libre circulation des biens, donc des marchandises. Mais à mon niveau personnel, citoyen, au quotidien, le plus grave, je pense que c'est la circulation des personnes. Et à ce niveau, malheureusement, je suis sûr qu'on ne va pas enregistrer suffisamment de plaintes. Mais effectivement, s'il y a des plaintes, les plaintes peuvent aboutir. Mais il y a des opportunités. En tant qu'avocat, vous avez eu à traiter ce genre de cas? Pas précisément, mais j'en ai beaucoup dans cette situation où je suis en train de monter des dossiers pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO. On va en venir. La Cour de justice de la CEDEAO, à mon avis, est une vraie opportunité ouverte aux citoyens devant laquelle la procédure est totalement gratuite et il faut qu'il y ait une sensibilisation pour que de plus en plus, sur la violation de ces droits, que cette Cour puisse être saisie. Surtout que la Cour reconnaît sa compétence, même si ce n'est pas un texte de la CEDEAO qui est violé, par les simples faits qu'un texte national ou international protégeant les droits de l'homme ait été violé, la Cour de justice de la CEDEAO s'estime compétente, et même si toutes les voies de recours au niveau national ne sont pas encore épuisées.
Donc voilà des possibilités, entre autres, que je pourrais développer en termes de possibilités et de perspectives pour que les gens puissent vraiment rentrer dans leurs droits. D'accord. Une plainte emblématique dont je vais parler, il y a des plaintes, mais cette plainte-là, elle émane d'une société de transport de voyageurs, un car. Des passagers il était exigé des passagers qu'ils payent de l'argent au poste de RMA Konon. Les passagers ont refusé. Le chauffeur s'est montré solidaire des passagers et il a été frappé par le policier. Notre BPC à Sikasso a été saisi. Une plainte a été introduite et elle est en cours d'examen. Une plainte contre le policier et l'acte, bien sûr, qu'il a commis et les dommages qu'il a commis. La société, c'est la société qui a déposé la plainte. Eux, le projet, accompagnent le bureau de plaidoyer citoyen pour faire aboutir la plainte. D'accord. C'est dire que de plus en plus, les gens prennent conscience qu'ils peuvent avoir gain de cause quand ils déposent une plainte. D'accord. Alors, mais de façon générale, Mme Sidibé a touché un aspect concernant l'une des causes de cette corruption-là. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails concernant les causes réelles de cette corruption en général dans ce secteur? Les causes réelles. Les causes réelles, bon, on peut dire premièrement la méconnaissance des textes par les usagers de la route. Ça peut être une cause. Un agent te demande de payer de l'argent pour quelque chose que tu ne connais même pas et ne te donne pas de reçu. Tu payes sans résistance parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mais aussi, tu n'as pas de recours sur place. Et malheureusement, ce n'est pas toujours que les autres passagers, par exemple, d'un car, ou le chauffeur, sont solidaires de la personne qui refuse de payer. S'il ne paye pas, il court le risque d'être abandonné par le car. Ça, c'est un gros problème. Mais est-ce que vous avez déjà eu ces cas-là? Oui, on a déjà eu ces cas. 2 jeunes Burkinabés qui ont été abandonnés toujours à RMA Konon, débarqués du car, amenés au commissariat, et le car est parti. Lorsque le bureau de plaidoyer citoyen a été saisi, ils sont allés au commissariat, ils ont réussi à faire libérer les 2 jeunes Burkinabés, mais le car était déjà parti. Le car était déjà parti. Donc j'ai dit les causes, ça peut être la méconnaissance de la réglementation, mais comme Maître Alifa l'a dit, quelquefois tu connais bien la réglementation, mais tu es devant plus fort que toi, l'agent en uniforme, qui connaît aussi la réglementation. Et là, c'est juste un abus d'autorité, je crois. Et quand on se plaint contre lui, justement, il doit être poursuivi. Et depuis que les traités ont été signés et que nous soyons encore en 2018 en train de nous battre comme ça, c'est parce que quelque part, il a manqué de volonté politique de la part de nos dirigeants. Et des différents responsables des agents qui sont sur les corridors. Il n'y a pas suffisamment de sanctions. D'accord. On ne devrait pas en être là encore aujourd'hui. Oui, Mme Sidibé, vous voulez réagir? Dire qu'il y a beaucoup de cas, notamment les femmes. Je ne suis pas là pour défendre que les femmes, mais il y a des cas où, si dans un cas, il y a une belle femme, surtout une jeune femme et belle, jeune, et tu as beaucoup de chances qu'on te fasse descendre. Souvent, j'ai une qui m'a confié, elle dit, on m'a fait descendre parce qu'ils pensent que ma carte d'identité, le cachet n'est pas bien apposé. Mais ils ne l'ont pas dit ça directement. Ils ont pris toutes les cartes d'identité et une fois dans le bureau, j'ai demandé, chacun passait, soit tu donnes l'argent, etc. La dame a dit, moi je suis en règle. Quel est le problème? C'est que le cachet est mal placé. La dame a dit, tu as regardé, le cachet c'est de la police. Moi je ne travaille pas à la police. Tout ce que je fais, c'est d'aller chercher une carte d'identité et tu me donnes ma carte où je vais aller me plaindre. Donc, souvent, ils tentent, si ça passe, c'est des cas de harcèlement qui s'en suivent. Donc, ça, c'est vraiment... Et le fait que tout le monde n'est pas solidaire, j'insiste beaucoup sur ça, parce que d'abord, les gens payent sans quittance.
Et également, les gens regardent le temps. Si pour 1000 francs, on te fait descendre et que tu repayes le transport, parce que quand tu descends, tu vas prendre un autre car et payer 2 fois. Donc, les gens t'acculent et disent non, à cause de toi, ça fait 1 heure de temps, paye pour qu'on passe. Il y a certains même qui payent à la place des personnes. Alors que pour un changement de comportement, il faut que vraiment les gens acceptent de faire changer, de souffrir pour que les gens aussi comprennent. Donc, voilà. D'accord. Alors, Maître Koné, quelles sont les différentes formes de corruption dans la circulation routière? Madame, c'est pratiquement la même forme. C'est la même forme. L'agent, essentiellement de la part de l'agent, simplement parce qu'il est en uniforme et justement payé par nos impôts. Il s'abrite derrière cet uniforme pour imposer que la personne paye. En fait, c'est une forme de chantage. Vous êtes en règle, vous n'êtes pas en règle. Au poste frontière, vous mettez la main à la poche. Et c'est ce qui est assez choquant. Vous voyez, vous passez du côté du Mali vers le Sénégal, on demande à tous les Sénégalais de passer librement et les Maliens payent. Et dans le sens contraire, la même chose. Mais qu'est-ce qui a amené cette situation? C'est simplement un manque de volonté politique. Les textes sont là et dans le cadre de la CEDEAO, 3 étapes étaient prévues. Dans un premier temps, le droit de la libre circulation, un deuxième temps, le droit de résidence et dans un troisième temps maintenant, le droit d'établissement. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, avocat, sur la base des textes UEMOA, du règlement numéro 5 UEMOA par exemple, je peux décider aujourd'hui de délocaliser mon cabinet à Bamako pour aller m'installer à Dakar en écrivant simplement pour informer les bâtonniers de l'ordre des avocats du Sénégal. Et dans le cas des avocats, c'est un règlement, donc il n'a même pas besoin d'un texte d'application. La même chose est prévue pour les médecins, les experts comptables, comme les vétérinaires, ainsi de suite. Mais dans certains cas, c'est des directives qui doivent être transcrites. Donc les textes sont là, mais malheureusement, il n'y a pas de volonté politique. Ces policiers qui est à la frontière, qui perçoivent 1000 francs, 2000 francs, se fait souvent même filmer et se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, après, il n'y a aucune réaction. Donc, à mon avis, c'est tout simplement un manque de volonté politique et peut-être un manque de réactivité aussi de la population et des citoyens. Parce que si toute la population se lève aujourd'hui pour dire désormais on ne paie plus un rond, madame, je vous assure, on ne paiera plus un rond. D'accord. C'est arrivé une fois, oui, récemment, et c'était à Zégoua. Il y a une douzaine de cars qui ont été immobilisés parce que les passagers ont refusé de payer. Et les chauffeurs se sont montrés solidaires. Donc tout le monde a suivi le mouvement? Tout le monde a suivi. Et là encore, notre bureau de plaidoyer citoyen de Sikasso a été informé. Et on était derrière eux. Finalement, tous les cars sont partis sans que personne ne paye un franc. Et mis à part les zones que vous avez citées, quelles sont les autres localités qui sont les plus touchées? Les plus touchées, nous, on ne parlera que de la région de Sikasso. Le projet Mali Justice, dans sa composante 3, facilitation du commerce et lutte contre la corruption le long des corridors routiers, comment dirais-je, sa zone de concentration, c'est Sikasso. Sikasso. Oui, donc il y a Zégoua, il y a Remokono et il y a le poste de police de Sona qui est... je crois que là-bas, il y a des policiers qui doivent être des extraterrestres, je ne sais pas d'où ils sont venus, qui n'écoutent personne. Nous avons parlé avec le maire, moi personnellement, le sous-préfet, le chef des villages, les opérateurs économiques. Et il y a justement une vidéo qui est sur Facebook où un opérateur économique s'exprime. Mais ces policiers, mais c'est incroyable. Mais il n'y a aucune mesure qui a été prise en compte? Aucune mesure n'a encore été prise à notre connaissance contre ces policiers à Sona. Il y a aussi des gendarmes qui s'y mettent. En fait, c'est chaque homme en uniforme, quand il peut, prend un peu d'argent sur l'usager de la route. Donc, dans chaque poste? Chaque poste. Oui, Mme Sidibé, oui. Je voulais ajouter que, surtout par rapport au plan financier, comme ils payent sans quittance, et souvent, ils payent ne connaissant pas les textes. Par exemple, quand tu fais du commerce import-export,
même si beaucoup, comme je l'ai dit à l'introduction, ne respectent pas parce qu'ils ne sont pas enregistrés, ils ne prennent pas toutes les dispositions nécessaires pour faire ce commerce import-export. Mais une fois que et ils ne savent pas quelles sont les prévisions en place pour payer les taxes ou demander le transit jusqu'à l'arrivée. Donc, chaque fois qu'ils arrivent à un bureau, ils payent quelque chose sans quittance. C'est pourquoi ils payent jusqu'à destination. Et souvent, même à destination, on peut leur demander de payer officiellement les taxes de douane parce que c'est un paiement sans quittance. Donc, c'est ce qui est vraiment un manque à gagner. Je vais tirer un peu un montant que le ministre Konaté avait dit, qu'entre 2007 et 2016, 323 milliards de manque à gagner sur la période. Et au lieu que l'État s'enrichisse pour faire les routes, pour payer les écoles, pour construire les centres de santé, c'est les individus qui gagnent. Mais selon vous, mis à part l'autorité, un manque de volonté politique, où se situent les responsabilités? Bon, les responsabilités, c'est multiple. D'abord, les populations doivent chercher à comprendre ce qu'ils font et qu'est-ce qui est lié à l'exercice de leur activité. En ce moment, quand elles sauront qu'elles doivent payer des taxes, qu'avec paiement de quittance, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais on a fait un focus group où les femmes nous ont dit vraiment ce que le projet veut faire. On va voir d'abord, on ne croit pas. Mais tant que vous ne demandez pas à l'État aussi d'augmenter un peu le salaire de nos agents, ça ne va pas. Et c'est les femmes qui nous ont fait ça comme recommandation. Donc, bon, le pays étant ce qu'il est. Donc, la non-augmentation du salaire des agents impacte sur la population. C'est un argument quelquefois invoqué, mais c'est qui ne tient pas. Maître Alifa, le salaire. Oui, maître. C'est les dames, c'est les femmes commerçantes qui nous disent ça. On nous dit qu'il y aura des concertations sociales qui vont plancher sur le niveau des rémunérations des agents publics de façon générale. Bon, nous espérons qu'au sortir de ces concertations, des augmentations acceptables seront accordées. Mais en ce moment, en contrepartie, il faut que les gens se comportent bien. Depuis le début du débat, particulièrement, je suis en train d'insister sur les transports à l'international. Mais voyez même au niveau de Bamako ici, prenez votre véhicule, allez-y jusqu'à Sébenikoro. Le policier, il est dans la rue, il vous siffle et il n'a aucun ticket pour que vous puissiez vous acquitter de l'amende. Mais en ce moment, quel est le dispositif pour vous réprimer? En réalité, c'est ça. Lui, il n'a aucun carnet et ça veut dire qu'en fait, l'autorité même cautionne la possibilité qu'il encaisse pour son compte. Donc, c'est ces dispositifs-là qu'il faut mettre en place pour faire de sorte que les citoyens qui se retrouvent en infraction et qui veulent s'acquitter de son amende tout de suite, qu'il ait la possibilité de payer sans qu'il soit obligé de se transporter au bureau, au GMS, CCR. Et c'est tout ça, c'est tous ces dispositifs qu'il faut réfléchir. Mais pensez-vous que la mise en place de ce dispositif-là est réellement possible? Mais naturellement, avec une petite dose de bonne volonté, on le voit dans d'autres pays. Ça existe dans d'autres pays, oui. Pourquoi pas au Mali? C'est ça. Dans certains pays, vous n'imaginerez même pas mettre votre main à la poche pour tendre à l'agent public, au policier. Mais ici, c'est les policiers en premier lieu qui vous proposent. Et voilà, donc, à mon avis, c'est de façon générale ces concepts de lutte contre la corruption. On a beau parler aussi de volonté de la société civile et tout le reste, ce qui est déterminant, c'est les politiques et qui a tout l'appareil d'État qui a les moyens sur le plan administratif de sanctionner l'agent fautif. Et c'est à ce niveau que tout se joue, à mon avis. Et vous, M. Guiro? Les responsabilités, elle a dit, c'est aussi les populations. Je n'aime pas qu'on parle de responsabilité des populations dans un pays dit de droit où il y a un État, mais c'est les autorités qui doivent donner l'exemple. Cet exemple, on ne le voit pas. Et le cas spécifique de la circulation routière à Bamako, qu'un agent te retire ton permis ou ta carte grise, il n'est pas capable de te donner un document de retrait, mais c'est incroyable.
Ça ne devrait pas exister dans un état de droit. Tu ne peux pas me prendre mon document sans me donner un récépissé officiel de retrait. Ils n'en veulent pas, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Avoir la possibilité de faire une transaction sur place et prendre de l'argent. Pour cette question, je suis allé au moins 2 fois voir les commandants de la CCR pour leur dire, vous êtes ceux qui doivent veiller à l'application de la loi. Mais vous êtes finalement ceux qui violent la loi. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir les récépissés de retrait aux mains de vos agents? Deuxièmement, quitancier du Trésor pour prendre les amendes que vous infligez aux gens. Parce que quand tu es pressé, tu es arrêté, on te dit il faut que tu ailles au GMS. Bon, alors tu perds beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu es tenté de négocier avec le policier. Le citoyen est mis dans cette situation. Donc la responsabilité, c'est l'État, c'est l'autorité publique, c'est les agents qui sont et qui représentent cette autorité. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas longtemps, c'était au cours d'une réunion avec des hauts responsables de SICASO, je leur ai dit, si vous dites que c'est la population qui est responsable, je vous le dis, si la population doit redresser, ça s'appelle une révolution. Donc c'est l'autorité qui doit envoyer les bons signaux, prendre les décisions, instaurer sa crédibilité et l'autorité tout court. D'accord. Et selon vous, de nos jours, quels sont les efforts à faire face à ce phénomène? Les efforts à faire, il faut que la volonté politique s'exprime clairement, qu'on mette les choses à l'endroit. Nous avons des textes, qu'ils soient respectés, et que les premiers qui les respectent soient les agents, les policiers, les gendarmes, les douaniers. Mais bien entendu, nous, au projet Mali Justice, nous savons que les usagers que nous défendons ne sont pas toujours en règle. Donc nous faisons des formations, nous en avons fait à Sikasso, à Zewa Kadjulo, à Kuchala, à Kouri, à Bougouni. Mettez-vous en règle. Parce que notre bureau de plaidoyer citoyen ne défendra pas quelqu'un qui n'est pas en règle. Nous sommes un projet Mali Justice, on parle de justice. Bon, alors, forcément, on respecte les textes. Donc, nous renforçons leurs capacités. Mais nous disons à l'État aussi d'agir sur ses représentants pour qu'ils respectent les droits des usagers. D'accord. Oui, Madame Sidibé. Moi, j'aimerais ajouter, c'est que, actuellement, le renforcement des capacités de ces acteurs, notamment dans le cadre du commerce, c'est fait à travers les ONG ou des projets. Et lors de ces formations qu'il vient de citer, les gens ont dit, on dirait que l'État même ne veut pas que nous sachions ce qu'il y a lieu de faire. Donc, ils nous mettent dans l'ignorance et pour profiter de nous. Parce qu'en réalité, si on savait, la Chambre du commerce est là, au niveau régional, au niveau national. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ce rôle d'informer et de former la population par rapport à les règles du commerce et le commerce transfrontalier. Mais c'est les projets, les ONG qui sont en train de le faire. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et le changement des comportements, ça vient avec la population aussi. C'est pourquoi moi, je mets cet accent aussi. Parce que s'ils acceptent... D'accord, oui. Maître Koné? Oui, non, il y a d'abord un travail de sensibilisation et je me réjouis effectivement de l'opportunité que représente le projet Mali Justice à Sikasso. Et je crois qu'ils se verront certainement dans l'obligation de l'étendre à d'autres corridors, vu vraiment la pertinence de ces projets. Et maintenant, dans un deuxième temps aussi, il faut que nos autorités s'assument et que les citoyens de plus en plus puissent saisir des droits, notamment déjà la Cour de justice de la CEDEAO qui est disponible. Mais ce que nous regrettons aussi et qui est très souvent répété, et qui ressort du rapport du juge Eloge Akpo de la Cour de justice de l'UEMOA à l'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour de justice de l'UEMOA, c'est que la saisine de la Cour de justice de l'UEMOA aujourd'hui n'est pas ouverte aux citoyens. Donc, si vous avez un problème avec l'application de la législation concernant
l'UEMOA, vous ne pouvez pas, citoyen, directement saisir la Cour de justice de l'UEMOA. Mais ce n'est pas fait pour les citoyens? Ben justement, cette Cour, finalement, n'est pas faite pour les citoyens. Et il y a lieu, effectivement, de se mobiliser à ce niveau pour faire un plaidoyer pour que la saisine de cette justice soit, de la Cour de justice de l'UEMOA soit ouverte au même titre que la Cour de justice de la CEDEAO aux citoyens directement. Mais en résumé, nous allons tourner et revenir à la volonté politique. Et pour prendre un seul exemple, la grande difficulté, très souvent, ce n'est pas les citoyens, mais c'est l'agent qui est en uniforme. Tout le monde sait aujourd'hui que les basins coûtent moins cher au Mali que dans tous les pays limitrophes. Mais vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Le Mali n'a jamais fabriqué de basins. C'est parce que, tout simplement, le basin n'est jamais importé avec la valeur du basin. Oui. Et la dénomination des basins. J'entendais Razbat sur les antennes expliquer récemment que grâce à lui, on a augmenté les frais de dédouanement sur les bassins parce qu'il avait découvert cette situation où on dédouanait les bassins sous forme de fripes. Mais je dis simplement, cela est un secret de polichinelle. Prenez les premiers rapports du bureau du vérificateur, les glissements tarifaires, les changements, comment dirais-je, de nature de produit, la falsification du poids du produit. C'est les mêmes pratiques qui continuent depuis longtemps. Et Razbat expliquait que lorsqu'il a fait son émission, le directeur général de la douane est venu le voir pour le remercier, pour dire que lui n'était pas au courant de ça. Mais ça m'a fait sourire. C'est des pratiques qui sont connues depuis des décennies et qui ont été mises en exergue et prouvées dans des rapports officiels depuis des décennies. Malheureusement, aucune sanction. Et en conclusion, on revient à la même situation, on tourne en rond. C'est simplement une question de volonté politique. Si dans ces pays, on veut lutter contre la corruption aujourd'hui, en un mois, on aura fait beaucoup de progrès. D'accord. Certain. Alors, M. Guiraud, est-ce réellement possible, selon vous, de dealer avec ce phénomène dans ce milieu? De dealer. De faire réellement face, oui. De faire face. Oui, de trouver une solution, de vraiment lutter contre la corruption oui. dans ce milieu. Bien sûr, bien sûr. C'est d'abord une question de volonté politique. Ensuite, il y a les hommes. Maître Alifa, moi-même, j'espère bien ma collègue Fatimata, nous sommes engagés dans cette lutte. Et il y a beaucoup d'organisations de la société civile au Mali qui sont engagées dans cette lutte contre la corruption. Ce n'est pas impossible. Il suffit juste d'y croire et que chacun à son niveau s'assume. Moi, je suis ancien fonctionnaire. J'ai eu l'opportunité de m'assumer. Je ne suis pas blanc comme neige, c'est clair, mais j'ai eu l'opportunité de m'assumer. Je connais beaucoup de gens qui se sont assumés. Nous pouvons lutter contre ça. Alors, je ne sais pas, il nous reste combien de temps avant de clôturer, parce que j'ai un point que je devrais aborder, la carte d'identité. Oui. C'est un problème pour les passagers. Quand tu es contrôlé et que tu as ta carte, tu peux payer. Et quand tu ne l'as même pas, ou quand tu l'as et qu'elle est périmée. Mais les commissariats, les gens font le rang de 4 heures du matin jusqu'à quelle heure pour juste demander leur carte d'identité. Mais ça, c'est une atteinte à leur liberté de circulation. Puisque quand tu n'as pas de pièces, tu as des problèmes. Mais nos autorités voient ça. C'est une question des droits. C'est un droit pour chaque citoyen de disposer d'une carte d'identité. Donc, direz-vous que c'est l'une des raisons aussi qui pousse les gens vers la corruption dans le circuit de la circulation? Ah ben absolument. Si tu vas avec une carte d'identité périmée, ou si tu n'as même pas de carte d'identité du tout, qu'est-ce que tu fais? Tu veux voyager. C'est un problème. Il ne devrait pas y avoir de quotas journaliers pour les cartes d'identité. Ça doit être permanent. Le citoyen va, il fait la demande, il attend, il va retirer. Mais depuis 4 heures, tu es là et à 8 heures, on te dit non, le quota est fini, il faut revenir le lendemain. Mais c'est extraordinaire. Je ne l'ai jamais accepté, moi-même. D'accord. Depuis que ma carte est périmée, j'ai ma carte Nina, je dis je n'irai pas chercher de carte d'identité. Donc, oui. moi, j'allais ajouter que c'est encore
Pire chez les dames, parce qu'il faut se lever à 3h, 4h du matin, alors que la dame doit faire face d'abord à faire le petit déjeuner, ensuite aller. Donc, elles n'ont presque jamais de carte d'identité. Il y a des cas où les gens qui n'ont pas de carte d'identité payent 1000 francs. Et ceux qui ont les cartes d'identité, on les demande de payer 2000 francs. Donc, même celles qui ont, souvent, ils cachent, disent qu'ils n'en ont pas. Mieux vaut payer 1000 francs qu'on taxe ta carte d'identité de périmée ou autre, payer doublement. Donc, il y a ce fait. Il y a également, moi, je voulais dire quand même que, en plus de la volonté politique, c'est l'application des textes. Que le Mali, il ratifie tous les bons textes. CEDEAO, IMOA, international, mais l'application, c'est un problème. Les commerçants se sont plaints par rapport à l'exportation des céréales lors des formations. Bon, il y a eu, pour 6 mois, l'activité, on avait une question d'insécurité alimentaire, on avait demandé de suspendre l'exportation pendant 6 mois, mais ça continue depuis plus de 5 ans. Et ça, c'est vraiment un problème par rapport aux commerçants où la production est excédentaire. Donc, le gouvernement a mis en place l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Mais, donc, mettre en place les offices, les structures. Les structures. Bon, on ne le sent pas bien. Ah, si, il faut Voilà. lire, Non, bon, ceux qui ne lisent pas, on ne doit pas arriver jusqu'à ce niveau. Récemment, ils ont publié Donc, direz-vous que c'est peut-être un manque de communication? Bon, moi je dis c'est un manque de communication et c'est très peu. C'est peu. Parce que de sa création à maintenant, et même les membres du gouvernement qui doivent carrément dire leur bien. Ils ont déclaré. Quand ça a pris combien de temps avant qu'ils déclaré leur bien. C'est pourquoi moi je dis... Même les DFM ont déclaré leur bien, et beaucoup d'autres. Quand? De la création de l'office, quelle année? C'est maintenant? Il y a un débat le 11 décembre. L'office sera là, sur un panel, pour parler des mécanismes de lutte contre la corruption. Madame, tu seras invitée à y aller. Je suis défenseur de l'office ici, parce que je serai aussi dans un panel. D'accord. Et je sais ce qu'ils ont fait. Ok, alors oui, Maître Koné. C'est ce que j'allais dire. Il y a des bonnes perspectives, mais qui nécessitent la mobilisation et le soutien des citoyens. Et concernant, il y a beaucoup de textes, mais leur application? L'application, je résume encore, c'est une question de volonté politique. Et l'une des manifestations de cette volonté politique qui changeait, c'était la création, l'avènement de l'Office central de lutte contre la prévention et de lutte contre l'enrichissement illicite. Nous étions très ravis, mais vous avez vu comment ça s'est passé. Lorsque l'Office a voulu commencer son travail, il y a eu tout un levé de boucliers des fonctionnaires qui se sont opposés à ce travail. Et malheureusement, notre gouvernement n'est pas suffisamment fort. Il a plié l'échine et on a obligé l'Office à ralentir ses activités dans un premier temps. Mais pourquoi se plier à ça? Parce que le gouvernement n'était pas suffisamment fort pour faire face à cette fronde. Heureusement, après, progressivement, l'Office a quand même pu se mettre en place et a commencé à travailler. Mais c'est vrai, ce travail doit aussi se faire dans une certaine discrétion. Et nous aurons l'occasion, sur d'autres plateaux, de parler, de faire le bilan de ce que l'Office fait. C'est encore un organisme. Mais pourquoi attendre un plateau ou d'autres pour faire le bilan, vu qu'il y a Mme Sinibé qui n'est pas, qui semble... N'est pas là, puisque on ne peut pas l'interpeller. Voilà, l'objet du débat, c'est pas ça aujourd'hui. Oui. L'Office est encore très jeune. Exactement. Elle est en train de s'installer. Mais il y a des acquis et il y a une bonne partie de son travail qui s'est fait dans la discrétion parce que c'est ce que les fonctionnaires lui reprochaient. L'Office a revu ses mécanismes et a communiqué pour expliquer, donner des garanties de la confidentialité qui sera observée dans le traitement des dossiers que les uns et les autres vont leur communiquer. Légalement, ça c'est aussi important parce qu'il y a l'obligation de protection des données personnelles. Donc, tout ce mécanisme est en place. Maintenant, l'Office n'a peut-être pas encore atteint sa vitesse de croisière. Donnons-lui la chance, soutenons l'Office pour que cela aille de l'avant. Non seulement l'Office, mais toutes les autres structures aussi, notamment les structures de vérification à l'image du bureau du vérificateur. Et espérons que cette fois-ci, vraiment, nous puissions aller de l'avant.
Et la Commission nationale des droits de l'homme. Exactement. Oui, Madame Sidibé. Pas l'office en tant que tel, parce que c'est un bébé du gouvernement, mais l'environnement dans lequel l'office est demandé à travailler, c'est presque impossible. Ils font de leur mieux. Quand vous dites impossible, qu'est-ce que vous voulez dire par là? On a vu le blocage quand ils ont commencé par le président, le premier ministre. Combien de temps cela a pris? Bon, comme la communication ne suit pas, pour beaucoup, ils n'ont pas avancé. Donc, cet aspect, il faut communiquer. Donc, je dis le Mali est vraiment excelle dans la prise dans la ratification des textes locaux, national, régional, sous-régional, international, mais l'application pose un véritable problème. D'accord. Oui, M. Guiraud. Oui. Quand elle dit que l'application reste un réel problème, Oui. donc diriez-vous que c'est exactement le cas ou bien il y aura un changement face à toute cette situation? Nous travaillons, le projet MJP, nous travaillons dans ce sens pour qu'il y ait un changement et nous sommes avec les acteurs, les premiers concernés, les opérateurs économiques, transporteurs, commerçants, chauffeurs et bien entendu passagers à travers les acteurs de la société civile. Oui, nous croyons que ça va changer, mais si je ne crois pas, je quitte le projet Mali Justice. D'accord. Oui, maître. Oui. Oui, madame. Oui. J'allais dire que le projet est en train de conduire des plaidoyers en partenariat avec les différents acteurs impliqués dans ce processus pour le changement. Donc, il y a déjà des textes et des défaillances ou des faiblesses qu'on a identifiées et que le projet va conduire pour faire des plaidoyers, amener le gouvernement, surtout par rapport au respect de certains textes concernant la CEDEAO et l'UEMOA. Et moi, je voulais quand même ajouter, si c'est possible, que les gens, pour que quand tu es en faute, tu dois payer, mais que ça rentre dans les caisses de l'État. Pourquoi ne pas éliminer le paiement en espèces? Il y a des pays où tu ne payes pas en espèces, on te donne quand tu as une faute, on te donne ta quittance, tu vas au trésor public pour payer. Mais est-ce que selon vous, cela sera respecté? Comme il dit, c'est une question de volonté politique, sinon ça c'est possible en ce moment, parce que je me dis que le Malien ne fait pas un lien au paiement de ses taxes et impôts et à l'utilisation des ressources. Parce que quand, par exemple, tu vas aux États-Unis pour n'importe quoi, tu les enterres, ça c'est mon taxe qui te paye. C'est mon taxe, c'est mes impôts qui te font faire ça. Et nous, on n'a pas encore ce déclic pour savoir que c'est nous qui contribuons à travers le paiement des taxes, à travers le paiement des impôts, à faire que le gouvernement puisse avoir des ressources et fonctionner normalement. Voilà, en tout cas. Oui, maître. Oui, je peux dire qu'il y a de bonnes perspectives en vue. Des acteurs sont mobilisés et je peux encore réitérer aujourd'hui que personnellement, mon organisation qui est l'Association des jeunes avocats sera de tous les combats concernant la lutte contre la corruption et notamment quand il s'agira de libre circulation. Nous avons un projet sous les bras, sous l'égide de la Fédération africaine des associations et unions de jeunes avocats, effectivement, concernant tous les pays de l'UEMOA qui voudraient aboutir à la condamnation officielle de tous les États de l'UEMOA devant une cour pour le non-respect de ces textes. Les gens prennent conscience et je vous invite à visionner le film d'Apolline Traoré, qui est un film dénommé Frontières, qui met vraiment le doigt sur ces pratiques-là au sein de la CEDEAO. Et je vous avoue, si théoriquement il y a une libre circulation au sein de la CEDEAO, vous visionnez ces films, vous allez vous rendre compte, comme je l'avais dit à l'entame de mon propos, que cette libre circulation et des personnes et des biens reste encore théorique et simplement textuelle. D'accord. C'est regrettable. Alors oui, avant de boucler ce débat, M. Guiraud, un mot de la fin. Un mot de la fin. Je suis très optimiste. C'est ma nature profonde. Et nous travaillerons main dans la main avec les opérateurs économiques, les acteurs de la société civile et notre partenaire de tous les temps, Maître Alifa Habib Kone, pour faire changer les choses, D'accord. faire bouger les lignes.
Merci beaucoup et cela me fait à ce débat sur la journée mondiale de la lutte contre la corruption. Un grand merci à nos invités, Saliou Guiro, spécialiste du transport, Alifa Habib Kone, avocat, Fatima Taguindo Sidibé, genre inclusion sociale. Ce débat est un partenariat entre le Studio Tamani et le projet Mal-Justice. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde. Salim Diouara, la régie est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.